Alors, pourquoi parle-t-on de l'asthme et moisissure? En fait, on parle de l'asthme et moisissure parce que ça représente un problème de santé publique qui est pris en considération dans plusieurs pays. Et là, on voit un papier qui vient des États-Unis. On voit quand même des chiffres qui sont intéressants, puisque vous voyez qu'on a à peu près 5 millions de cas d'asthme qui sont liés aux moisissures parmi 22 millions de cas. Et donc, ce qui fait à peu près 20% de cas d'asthme sont associés aux moisissures. Et on voit également un chiffre intéressant de 3,5 millions de dollars comme coût lié à l'asthme aux moisissures. Donc, un impact économique important. Alors, c'est une histoire très ancienne. Là, je suppose que M. Pidjerias connaît l'histoire de l'asthme et moisissure. Donc, en fait, le lien a été établi au XVIIe siècle, plus exactement en 1726, quand le premier cas d'asthme, de crise d'asthme sévère a été rapporté chez un patient qui avait visité une cave à vin. Donc, canette et cave à vin. Sinon, pour mon exposé, voici le plan que je vais suivre. Je vais vous présenter tout d'abord les liens entre l'exposition aux moisissures et l'asthme, donc avec ces différents phénotypes. Je vais dire un mot sur l'endotype de l'asthme et moisissure. Y a-t-il des particularités phénotypiques et puis s'il y a des spécificités dans le traitement. Alors, l'évaluation qualitative, en fait, c'est une évaluation qui ne nécessite pas de technique biologique particulière. En fait, c'est une évaluation qui va reposer sur l'observation, donc de dégâts d'eau, de moisissures visibles ou bien de moisissures odorantes. Et là, je vous mets un papier intéressant. C'est une méta-analyse qui s'est intéressée aux moisissures de l'intérieur et qui a analysé 61 publications parmi 4967. Donc, ces publications se sont basées essentiellement sur une évaluation qualitative et on voit cette méta-analyse dans ce travail et toutes les études ont conclu en fait à une relation évidente entre asthme et moisissure, soit avec un risque de développement d'asthme, surtout chez les enfants, ou bien chez les patients qui sont déjà connus asthmatiques, un risque plus important d'exacerbation. Ces papiers aussi ont montré que la force d'association augmente avec la nature de la constatation. C'est-à-dire, si on est exposé à des moisissures odorantes, le risque est plus important. Alors, chez l'adulte par rapport aux enfants, donc chez les enfants, on a plusieurs études, surtout des études longitudinales. Et là, vous connaissez la force des études longitudinales. Et donc, on peut établir un lien de causalité donc, qui est déjà établi dans les cohortes de naissance, puisqu'on a suivi l'enfant dès sa naissance jusqu'à l'âge de 7 ans ou l'apparition d'asthme. Et donc, on a pu montrer ce lien de causalité. Par contre, chez l'adulte, la mise en évidence de ce lien est plus difficile. Pourquoi? Du fait du nombre limité d'études, mais aussi des facteurs de confusion, notamment le tabagisme et l'exposition professionnelle. Alors, pour les études s'intéressant à l'évaluation quantitative, là c'est une méthode qui est plus compliquée. Là je vous ai mis donc la première figure A et B, donc le prélèvement par Scotch test, c'est un prélèvement qui est simple mais qui est limité également. La deuxième figure, c'est un aspirateur d'air. Et donc là, l'aspirateur d'air, il va permettre de collecter donc, une quantité importante d'air, de la filtrer donc, sur la gélose. Et puis, on va examiner cette gélose au laboratoire pour identifier également les différentes espèces de champignons. Et puis, on peut utiliser également les techniques de biologie moléculaire, donc la PCR, dans cette évaluation. Alors, les principales moisissures sont représentées par l'Aspergillus, Penicillium, Alternaria et Cladosporium. Et donc,
Là, par rapport aux études qualitatives, donc les études quantitatives sont moins nombreuses du fait de leur de complexité. Parfois, elles sont coûteuses, elles sont aussi peu standardisées et très hétérogènes. Et là, je vous montre une méta-analyse qui s'est intéressée donc à l'évaluation du risque d'asthme donc en cas d'exposition aux moisissures de l'intérieur. Vous voyez également là que le nombre d'études analysées est moins, donc on a seulement 17 études, et donc là les résultats sont un peu hétérogènes, et il n'y a que peu d'études qui ont montré que l'exposition au pénicillium, l'aspergillus et cladosporium étaient associés à un risque accru de déclaration de symptômes. Donc, sur cette étude cas témoin, qui a analysé le sifflement à l'âge de 7 ans des enfants, donc par qPCR, lingette. Donc, les résultats, si on voit les résultats concernant les moisissures totales, donc si on voit le résultat intéressant des moisissures totales, on voit qu'il n'y a pas de lien. Effectivement, si on voit également chaque moisissure, chaque espèce à part, il n'y a pas aussi de lien. En revanche, si on regarde l'évaluation qualitative rapportée par le parent, on trouve qu'il y a un risque important associé à l'évaluation qualitative, rapportée également par les parents. Et donc là, la grosse déception de ce travail, c'est que les études plutôt quantitatives n'ont pas permis de mettre ce lien. Par contre, les études qualitatives ont mis ce lien. Peut-être c'est décevant pour les auteurs, peut-être pas pour nous, parce qu'on ne dispose pas de ces méthodes quantitatives pour évaluer ce lien. Alors, dans le même sens, là, c'est une comparaison en termes d'odds ratio dans l'asthme incident, comparant en fait des évaluations qualitatives et des évaluations quantitatives. Et là, vous voyez donc que l'odds ratio dans les études qualitatives, si on a des moisissures visibles, si on a des moisissures importantes, est plus important que dans les méthodes qualitatives. Et vous voyez là, je ne sais pas le pointeur, j'arrive pas à le focaner. Voilà. Et donc là, vous voyez que dans les études quantitatives, notamment la PCR, la qPCR, les cultures, la technique par NGS, donc montre des odds ratios qui sont bas. Et donc là, en fait, la négativité des résultats des études qualitatives est expliquée en partie par le fait que lorsqu'on est exposé à l'humidité, en fait, c'est une exposition qui est complexe. On est exposé, c'est vrai, aux moisissures, mais on est exposé également aux acariens, aux bactéries et aux composés volatiles. Et donc là, on a un risque surajouté. Là, je ne vais pas parler des moisissures de l'extérieur par faute de temps. Sinon, si on parle d'exposition, cela ne veut pas dire automatiquement une sensibilisation. Et donc là, ces études ont étudié la corrélation entre exposition et sensibilisation. Et vous voyez également que chez l'enfant surtout, on a pu démontrer un lien entre l'exposition et la sensibilisation avec Aspergillus, Cladosporium et Alternaria. Alors que chez l'adulte, cette association est moins forte. Elle est moins forte aussi qu'avec les symptômes. Alors, qu'en est-il de la sensibilisation et symptômes? Là, en plus de l'apparition d'asthme, en fait, la sensibilisation est aussi associée à un asthme sévère dans plusieurs études. Et vous voyez par exemple sur cette étude, chez 1233 enfants sensibilisés à pénicillium, donc on a un odds ratio élevé donc, de sifflement, de tout. Et puis, cette sensibilisation est associée à un score d'asthme sévère plus important. Et donc là, je pense qu'il semblerait qu'il y a également un phénotype particulier d'asthme si on est sensibilisé aux moisissures.
Même constatation également chez l'adulte, puisqu'il y a plusieurs études qui ont démontré le lien de la sévérité de l'asthme avec la sensibilisation avec plusieurs moisissures. Ils ont démontré également que cette sensibilisation est associée à un mauvais contrôle, associée à plus de dilatation des bronches et associée à une moins bonne fonction respiratoire. Et donc je pense que la sensibilisation est associée à un asthme qui est moins contrôlé, à un asthme plus sévère et à des patients qui sont plus symptomatiques. Alors, en Tunisie, en fait, on a quelques chiffres sur la sensibilisation aux moisissures. La première étude, c'est une étude qui a été menée par l'équipe de Monastir, qui montre une sensibilisation de l'ordre de 3,7%. La deuxième étude est faite à l'Ariana, évaluant 120 dosages semi-quantitatifs d'IgE, et là on trouve un chiffre de 19%. Et puis la troisième qui intéresse une population pédiatrique à Sousse et qui montre une sensibilisation à 6,9%. La dernière, en fait, c'est un travail qui a été présenté au CFA 2018. C'est une étude multicentrique intéressant les pays du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne qui a montré quand même un chiffre assez important de sensibilisation à Alternariat qui est de l'ordre de 28,2%. Alors, le lien donc, entre asthme et moisissure est clair. Plusieurs mécanismes ont été avancés pour expliquer ce lien. Et en fait, si on est exposé aux moisissures, il va y avoir des réactions inflammatoires allergiques, mais également non allergiques. Et donc, lors de cette exposition, donc, on va avoir une réaction immunitaire innée, puis une réaction adaptative qui va impliquer plusieurs cellules. Donc, elles vont impliquer les cellules TH17. Et en fait, là, la réponse TH17, c'est la réponse normale, efficace contre les moisissures. Et donc, c'est une réaction inflammatoire neutrophilique qui explique en partie que ce sont des asthmes plus sévères et corticodépendants ou corticorésistants. Sinon, donc, on peut avoir également une inflammation T2 allergique avec la sécrétion d'IL5 et une inflammation également éosinophilique avec la sécrétion d'IL5 et une inflammation également inflammation type T2 allergique avec la sécrétion d'IL4. Et donc finalement, si on est exposé aux moisissures, on a un phénotype mixte. Et ce phénotype mixte, en fait, il explique les différents cadres diagnostiques qu'on retrouve dans notre pratique quotidienne. Là, en fait, je vais vous montrer deux cas de patients qui sont suivis dans notre service. Ce sont deux patients qui ont une histoire ancienne d'asthme, qui ont un asthme mal contrôlé malgré une charge thérapeutique assez conséquente. Ce sont des patients qui ont un trouble ventilatoire obstructif et dans le premier, c'est un sujet qui est plus jeune, donc âgé de 39 ans, avec une histoire de rhinite allergique et des tests cutanés positifs, alors que dans le deuxième, c'est un patient qui est âgé de 54 ans, ancien tabagique, qui a des antécédents de tuberculose. Donc, le premier patient consulté ces derniers mois de façon fréquente aux urgences parce qu'il est gêné, parce qu'il est essoufflé, il siffle tout le temps, alors que le deuxième consulté parce qu'il fait des infections respiratoires basses à répétition, il est toujours encombré, il rapporte de la fièvre. Et puis, on a fait chez les deux patients un bilan d'asthme sévère et vous voyez, on a trouvé des IgE totales élevées, IgE anti-aspergilleuses élevées, une hyperéosinophilie également, une sérologie aspergillère qui est positive et des dilatations de bronches au scanner. Chez le deuxième, en plus de ces dilatations des bronches, on a trouvé des impactions mécaniques. Dans les deux cas, on a retenu la diagnostic d'aspergillose bronchopulmonaire, malgré que les seuils qu'on avait, les seuils qu'on avait d'IgE et d'IgE anti-aspergillaire étaient inférieurs aux seuils avancés dans les critères diagnostiques de la BPA. Le premier patient a été traité par
traitement, une corticothérapie par voie générale pendant 2 mois avec une bonne évolution clinique mais également biologique avec une baisse des éosinophiles et une baisse des IgE totales. Et le deuxième, il a été traité par itraconazole. Et donc là, je vous ai caché peut-être quelques données du scanner dans le premier cas qui justifie en fait notre choix pour l'itraconazole. En fait, c'est un patient qui avait aussi au scanner des condensations, des lésions cavitaires et de l'épaississement pleural, avec les antécédents de tuberculose pulmonaire et avec également le tableau de fièvre, de bronchorrhée. Donc, on a évoqué également avec l'aspergillose bronchopulmonaire, l'aspergillose pulmonaire chronique. Et c'est pour cette raison, on a commencé par l'itraconazole. On s'est dit itraconazole ou association. C'est un patient diabétique qui avait un problème de diabète mal équilibré. Donc, on a commencé par itraconazole et puis évalué. Heureusement, le patient s'est amélioré, donc cliniquement, on n'a pas d'évolution biologique. Là, pour vous dire en fait que ce n'est pas toujours facile donc, de faire le diagnostic d'ABPA, c'est toujours un challenge diagnostique et thérapeutique. Là, je vous mets un papier que j'ai beaucoup aimé, donc c'est un papier qui vient de l'Inde cette fois-ci, publié par l'équipe d'Agarwal. Donc, c'est une équipe qui a beaucoup travaillé sur les moisissures et qui ont, à travers 5 cas cliniques d'ABPA atypiques, ils ont en fait un peu discuté les limites également diagnostiques et les difficultés diagnostiques. Et donc là, ils ont essentiellement mis le point sur le fait d'avoir des IgE totales pas trop élevés ou normaux. Et donc là, en expliquant que ce sont des patients qui généralement mal contrôlés, donc ils prennent beaucoup de corticothérapie et donc ça peut expliquer en partie le taux bas des IgE. Ils ont également avancé le fait qu'on peut avoir des taux de base qui sont bas. Et donc là, par exemple, si on part de 20 unités, donc si on a 200 ou 30 unités, c'est élevé quand même par rapport aux valeurs de base. Et donc, quand même, les IgE totales, c'est un critère majeur. Et donc là, si on n'a pas ce critère, il faut chercher d'autres critères diagnostiques qui sont pathognomoniques, notamment les données scanographiques, mais également les données de l'endoscopie et la présence de moules bronchiques. Ils ont également précisé l'importance et la bonne spécificité des dosages des IgG avec un cutoff de 27 mg. Ils ont également, dans ce tableau, mis les différentes entités qu'on peut rencontrer chez un asthmatique avec une sensibilisation également à l'aspergillus. Et vous voyez ici qu'on n'a pas que l'ABPA. Donc l'ABPA reste un diagnostic qui est rare, mais sur le chemin de l'ABPA, on a différentes entités à prendre en considération, notamment l'asthme avec sensibilisation à IgE qui est défini par un taux élevé, par un taux également de la présence d'un taux élevé d'IgE anti-aspergillère. Sinon, une autre entité également à considérer qui est l'asthme sévère associé à la sensibilisation aspergillaire. Et là, en plus de l'élévation des IgE anti-aspergillaires, on a également une élévation d'IgE, mais modérée, et on a également un asthme qui est mal contrôlé. Cette même équipe, en fait, a avancé donc, un algorithme pour nous aider dans notre démarche diagnostique à chaque fois qu'on a une sensibilisation avec Aspergillus. Et donc là, vous voyez, donc, si on a des IgE anti-Aspergillus qui sont inférieurs à 0,35 kg unité, et donc là, on est dans le cadre asthme sans sensibilisation à Aspergillus. Par contre, si on a des IgE supérieurs à 0,35, et donc là, on va regarder les IgE totales. Si on a des IgE totales qui ne sont pas trop élevés, et donc là, on est dans le cadre avec
d'asthme avec sensibilisation aspergillère. Et si on a un asthme qui est mal contrôlé, et donc là, on est dans l'entité asthme sévère avec sensibilisation aspergillère. Alors, par contre, si on a des IgE totales très élevées, donc là, on va regarder les IgG, donc, et on va regarder également les éosinophiles. Si on n'a pas d'hyperéosinophilie et si la sérologie donc, aspergillaire est négative, et là, on va rentrer dans le cadre d'asthme avec sensibilisation aspergillaire, tout simplement, mais on a là des taux qui sont plus élevés d'IgE total. Sinon, si elles sont élevées, et donc là, on va regarder le scanner. Soit que le scanner ne montre pas de dilatation des bronches, et là, on est devant la BPA sérologique, c'est-à-dire sans lésion scanographique, et sinon, s'il y a des bronchectasies, et donc là, on est dans le cadre d'ABPA. Alors, là, j'arrive au traitement. Je pense qu'en plus du traitement habituel, c'est-à-dire l'adaptation de la charge thérapeutique en fonction du contrôle, je pense que lorsqu'on a un asthme associé aux moisissures, on a besoin également de mesures spécifiques. L'éviction, malgré qu'il n'y a pas d'études formelles ou d'études montrant plutôt l'impact formel de cette éviction, je pense qu'il faut, à chaque fois que c'est possible, recommander cette éviction. Pourquoi? Parce que je pense que dans notre pratique quotidienne, si on arrive à éloigner, à faire sortir le patient des moisissures, généralement, il va mieux. Je termine, d'accord. Il va mieux. Et donc là, chaque fois que c'est possible, proposer l'éviction. Sinon, je vais parler rapidement de la spécificité de l'aspergillus, de la BPA. Et donc là, la place de la corticothérapie a été discutée ces dernières années. Et on voit sur cette étude randomisée 2 bras corticothérapie forte dose et bras corticothérapie donc dose moyenne. Et là, on voit que la corticothérapie à dose moyenne est aussi efficace que la corticothérapie à forte dose avec moins d'effets indésirables. Et donc là, les CHAM donc, recommandent une corticothérapie faible dose à la dose de 0,5 mg/kg pendant 2 à 3 semaines, puis dégression pour une durée totale de 2 à 3 mois. La place des antifongiques également est aussi discutée en substitution en première intention et également en première intention. Et donc là, sur cette étude, vous voyez 2 groupes, un groupe prednisone et un groupe itraconazone. Et donc là aussi, les études à 3 mois ont montré que l'itraconazone fait aussi bien que la corticothérapie avec moins d'effets indésirables. Et de même pour la voriconazole, et donc là, les CHAM également proposent les azolés comme une alternative possible pendant 6 mois avec une évaluation à 6-8 semaines. Donc l'amphotericine a également montré son efficacité dans une étude ayant inclus 21 patients, mais aux dépens d'effets indésirables, notamment de bronchospasme. Là, je ne vais pas parler de façon détaillée de ces études, mais pour dire, dans l'asthme sévère, donc la place des antifongiques est encore à étudier. Pourquoi? Parce que les études sont très peu, tout d'abord, mais elles sont sur le plan méthodologique faibles. Ils évaluent également des critères diagnostiques comme la qualité de vie et donc un critère de jugement pas intéressant. Sinon, pour conclure, je peux dire que l'exposition aux moisissures favorise le développement de l'allergie et de l'asthme. L'élément clé est la constatation de la moisissure, et ceci donc à l'interrogatoire. Ces asthmes sont généralement plus sévères. L'aspergillus entretient la relation la mieux connue chez les asthmatiques et l'hypersensibilisation donc secondaire à la colonisation peut également aboutir à la BPA, mais qui reste une maladie rare. L'éviction
oui, lorsque c'est possible. Et puis, je pense que la place des antifongiques reste juste dans la BPA. Voilà, merci. Merci beaucoup, Dr Toujeni, pour cette belle présentation. Je donne la parole à la salle pour une ou deux questions. Je pense qu'on est bien en retard. Oui. C'est juste un petit commentaire. Merci Sonia pour cette belle présentation. En fait, c'est par rapport au seuil que vous avez donné quant aux IGE total pour le diagnostic de la BPA. Juste pour dire que ces seuils varient en fait en fonction des régions géographiques. Et il faut savoir les répéter quand on a une forte suspicion diagnostique d'ABPA. D'ailleurs, il y a les critères ASANO 2021 à côté de le groupe qui descendent le seuil à 417. Sinon, s'il y a une forte suspicion, il y a la possibilité de doser les allergènes recombinants pour l'Aspergillus fumigatus, pour le diagnostic de la BPA. 3 allergènes majeurs qui sont le F1, Aspergillus F1, F2 et F4. S'il y a la possibilité de les faire, donc on peut les doser pour retenir ou non le diagnostic. Oui, également, ça varie en fonction des régions. Donc, déjà en France, c'est le seuil de 500, je pense, on utilise. En Amérique, c'est 400. 417, oui. Voilà. Oui, c'est une histoire. Et, voilà, et là, pour l'équipe indienne, ils utilisent un seuil de 1000. Oui, oui. D'accord. Même pour l'intergroupe, le groupe de travail ABPA avait un seuil à 1000 qui les descend. 417. Oui. Docteur Kamoun. Merci. Juste 2 petites remarques. Il y a une étude ASFAX qui a été menée par Dr Ayati et qui a été publiée il y a presque 7 ou 8 ans. Et il y avait pratiquement dans 70% des cas de l'aspergillus chez des asthmatiques donc suivis dans notre consultation. Deuxièmement, je pense qu'il est important de mentionner que avec le changement climatique, parce que notre pays sera bien touché par ça, il y a, avec l'élévation du niveau des mers et des océans, donc il y aura plus d'humidité et les moisissures vont devenir et risquent de devenir un problème de santé publique pour tout ce qui est santé respiratoire. Oui, effectivement. Merci. Docteur Sonia, merci pour la présentation. Moi, je voulais te poser une question. Est-ce que ces moisissures, c'est uniquement Aspergillus? Non, moi, je voulais revenir à l'alternariat, si tu permets. Oui. Voilà. Moi, je constate actuellement qu'avec le produit qui est offert par les laboratoires en question pour les tests, on a une positivité qui me paraît anormale. S'ils sont trop positifs, je ne sais pas s'ils ont changé la concentration du produit ou si c'est un constat personnel. Puis la deuxième question, est-ce qu'on a essayé de mettre antifongique et corticothérapie dans la BPA ou pas? Oui, Parce oui. que ça me paraît quand même plus intéressant que de mettre des corticoïdes tout seul. Oui, oui, il y a des études dans ce sens qui ont associé les deux. Et donc, je pense que j'ai trouvé une étude en associant les deux, on a la même efficacité. Donc, avec peut-être plus d'effets indésirables. Donc, il y a cette notion d'association d'antifongiques et corticostéroïdes. Moi, je voulais rebondir sur votre remarque. Vous n'avez pas du tout évoqué le diagnostic mycologique. Bon, c'est par faute de temps, mais oui. C'est très important aussi. Vous avez parlé du diagnostic des techniques qualitatives dans l'environnement, mais pas chez le malade. Or, c'est très important aussi d'insister et pour identifier justement les champignons en cause. Et c'est vrai que nous recevons beaucoup de sérologie aspergillaire, mais très peu de prélèvements crachat et expectoration, etc. Madame Khalel, il y a un autre problème, c'est oui. peut-être ça. Le rôle de quelque chose qu'on n'utilise pas chez nous, pour laquelle il faut penser, c'est l'environnementaliste, qui lui peut jouer un rôle important. Parce que là, si nous l'avons, c'est une chance quand même, et d'attirer l'attention, parce qu'au ministère de l'Environnement, il y a des personnes qui s'occupent spécialement de ça, oui. et qu'on n'utilise pas suffisamment. Oui. Il y a l'émergence de la résistance des aspergillus aussi dans l'environnement. Donc, je pense que c'est un message important. Les prélèvements et la flore fongique chez les asthmatiques. Oui, Sonia, merci beaucoup, Sonia. C'était très bien. Je voulais en fait revenir sur le problème des ABPA et des formes récidivantes.
Et là, tu as parlé de l'éviction quand c'est possible. Et vraiment, ces formes récidivantes d'APPA, même le traitement n'est pas bien codifié. Certains disent qu'il faut mettre uniquement des corticoïdes, d'autres des antifongiques, d'autres associer les deux. On ne trouve pas dans la littérature de recommandations claires. Et je me dis que cette récidive, peut-être, c'est lié à l'agent causal, qu'on n'arrive pas à l'isoler dans l'environnement. Et je ne sais pas ici. Voilà. Voilà. De la qu'est-ce qu'on peut faire en Tunisie vis-à-vis aux antifongiques? Voilà. L'antifongigramme, on peut le faire aussi sur les champignons filamenteux. Oui, oui, oui. Quand on isole, on peut tester l'antifongique. Dans l'environnement, c'est possible de aussi, faire des bien sûr, oui. Bien. Donc, il faut demander en général, c'est les services d'hygiène qui s'occupent de l'environnement. Nous, on a une collaboration, par exemple, avec le centre de greffe de moelle osseuse régulière. On fait le suivi de l'environnement des malades qui doit être stérile à 100%. Et sinon, j'insiste encore une fois par rapport à l'isolement du champignon chez le malade. Donc, il y a un déplacement au domicile des patients pour faire cette recherche, c'est ça? Non, non, non. Là, je dis que ça va être autre chose. On parle du conseiller. Moi, j'ai parlé du centre de greffe où l'environnement doit être stérile. Dans le cadre d'une étude, voilà, mais pas systématiquement. Mais on commence déjà par essayer d'isoler le champignon chez le malade. Déjà, c'est très important. En fait, je voulais dire que nous, en ce moment, on a des difficultés pour explorer les malades asthmatiques, parce que, par exemple, pour les tests cutanés, même l'alternariat n'est pas toujours disponible. Et donc, parmi toutes les moisissures signalées, Sonia, et qu'on connaît très bien, on a un seul champignon qui est testable, qui est l'alternariat, et le produit n'est pas toujours disponible. Et donc, dans ce cas, je vous demande si vous avez recours, des fois, chez des malades, surtout les asthmatiques sévères et chez qui on pourrait suspecter cette allergie aux moisissures, le recours aux IgE spécifiques. Est-ce que vous le faites dans votre pratique courante? Il n'y a pas beaucoup de recul. Il n'y a pas beaucoup de recul pour les pour les IgE spécifiques, oui, on le demande souvent. Donc on est obligé de recourir à des examens sanguins en l'absence d'exploration cutanée par les tests. Oui, j'ai juste une remarque. Moi, dans ma pratique, j'ai des patients, des fois, c'est des locataires. Ils ont un enfant asthmatique ou c'est l'adulte. Ils viennent me voir, ils disent, voilà, mon fils ou moi-même, je suis toujours malade parce qu'il y a des moisissures à l'intérieur de la maison, on le voit, ils montrent des photos. Et je pense qu'ils veulent changer de logement et le service social, souvent des locataires, ils ne veulent pas. Donc, le fait de passer le service d'hygiène qui établit un rapport bien déterminé, ça permet de les aider, de faire l'éviction et de leur changer de logement. Et ça joue un rôle important dans la prise en charge. Docteur Ouetbi, une dernière question, s'il vous plaît. Juste pour le traitement de la PPA, est-ce que c'est les antifongiques ou bien c'est les corticoïdes? Il y a une seule étude dans la littérature déjà qui a comparé deux traitements face à face et elle a montré que les corticoïdes ont supériorité par rapport aux antifongiques concernant la récidive. La corticothérapie diminue le risque de récidive de la PPA. Donc elle a une supériorité par rapport aux antifongiques. On recommande les corticoïdes à la place des antifongiques. Je ne traite pas les malades. Mais moi, je pense que c'est au cas par cas. Parfois, l'itraconazole apporte... mais bon, mais j'ai pas d'expérience de prise en charge thérapeutique, sincèrement. Pour le choix, en fait, il y a une publication qui vient de paraître, par également l'équipe d'Agarouach, donc c'est ça, qui en fait, ils ont aussi proposé un algorithme, je ne sais pas si je l'ai ou pas. Donc ils proposent quand est-ce qu'en phase aiguë, si on a des signes cliniques, donc ils sont mal contrôlés, donc entre parenthèses, aspergillose bronchopulmonaire, donc aiguë, on commence par la corticothérapie. Et donc,
En dehors de la phase aiguë, on peut associer itraconazole. Donc là, je l'ai trouvé dans une publication qui est récente, en fait, qui essaye un peu d'orienter le choix itraconazole ou bien corticothérapie par voie systémique.